Bonjour à tous. Après avoir parlé de hard et de soft power, après nous être intéressés quelques instants à ces grandes puissances incomplètes que sont la Chine et le Japon, nous allons aujourd'hui nous consacrer à l'Union européenne et plus généralement à l'Europe, puisque dans un premier temps, nous allons d'abord nous intéresser à la géographie de l'Europe, puis à son histoire, et ensuite nous viendrons progressivement sur ces éléments qui ont constitué l'Europe et qui déterminent aujourd'hui les relations que la Suisse entretient avec cette entité assez particulière. Qu'est-ce que l'Union européenne donc? Avant de répondre à cette question, la première question qui se pose, c'est qu'est-ce que l'Europe? D'un point de vue géographique, c'est assez délicat, puisqu'il existe évidemment des frontières naturelles plutôt évidentes à l'ouest, avec l'océan Atlantique, et au sud, avec la Méditerranée. Par contre, l'Est, lui, est beaucoup plus délicat à départager. Et c'est ainsi souvent des choix humains qui sont à l'origine de cette séparation. Les limites les plus traditionnellement reconnues de l'Europe remonte au XVIIIe siècle. À cette époque, le tsar Pierre le Grand, grand amoureux de la culture européenne, chérissant cet immense territoire dont il souhaite lui-même faire partie, va charger ses géographes de délimiter justement la portion européenne pour faire en sorte que Moscou soit relié à l'Europe. Et de cette manière, ces géographes vont décider que l'Oural, que vous observez ici dans ce premier cercle en haut à droite de la carte, donc au nord-est, constituera la limite entre l'Asie et l'Europe. Où se termine l'Europe, où commence l'Asie, officiellement à partir du XVIIIe siècle, à travers les travaux qui ont été menés sous la direction de Pierre le Grand, ce sera l'Oural. De là, vous suivez le relief, vous descendez progressivement au sud, parcourez le fleuve qui descend, et la frontière suivante, ce sera le Caucase. Le Caucase qui marque la rupture entre l'Europe et le Proche-Orient. La mer Noire fait ensuite naturellement office de séparateur, puis c'est le détroit du Bosphore qui va marquer justement cette rupture entre l'Orient et l'Occident. Rupture dont on pourra bien évidemment discuter puisque vous le savez, aujourd'hui la Turquie est candidate à une adhésion européenne, même si cette candidature a pour l'instant peu de chances d'aboutir. Enfin, dernier point de passage, dernier point central, Gibraltar bien évidemment qui marque cette séparation entre l'Europe et l'Afrique. Et là encore, quelques particularités. Souvenez-vous-en, nous en avions parlé lorsque nous avions parlé de migration. Les enclaves de Ceuta et de Melilla, par exemple, espagnoles, mais sur terre marocaine, donc qui montrent justement aussi, d'une certaine manière, le flou géographique qui peut entourer cette distinction assez particulière. Autant la séparation peut être évidente pour certaines régions qui sont attachées à des continents à part entière, autant l'Europe partageant le même espace d'une certaine manière que l'Asie, la séparation est un peu plus délicate. Et vous le voyez d'ailleurs très bien sur cette image. Suivant les conceptions, l'Europe ne s'étend pas exactement de la même manière. Vous avez en rouge, par exemple, l'Europe des accords de libre circulation. Mais vous voyez que dans ce contexte-là, l'Irlande et le Royaume-Uni ne font pas partie. Vous voyez également certains pays qui souhaitent rejoindre l'Europe et qui, pour certains, ont déjà commencé à rejoindre l'Europe. Vous voyez également les pays qui rêvent d'une intégration, mais intégration qui paraît encore bien lointaine. Vous avez le cas de la Turquie dont on reparlera, qui est assez particulier puisque, suivant les conceptions, on peut intégrer ou non la Turquie à l'Europe. Vous avez le cas russe, assez particulier, puisque la Russie est un territoire extrêmement vaste, avec cette frontière un peu fantasmée de l'Oural, mais qui n'empêche pas le reste du territoire d'être encore russe, et donc à ce titre susceptible aussi bien d'être européen qu'être asiatique, avec Vladivostok qui s'étend à l'extrême est justement et qui est plus proche de l'Asie que de l'Europe. Vous avez également toutes ces organisations de coopération pour la sécurité, par exemple, qui incluent des pays qui ne sont pas à proprement parler européens, mais qui malgré tout participent d'un point de vue diplomatique et politique à certaines prises de décision européennes. Vous avez le cas, enfin, du Groenland, par exemple, ou du Maghreb, qui entretiennent d'étroites relations avec le reste de l'Europe. Le Groenland parce qu'il s'agit d'une dépendance danoise, bien évidemment, mais le Maghreb également puisqu'il y a énormément d'échanges, notamment économiques, mais aussi humains, auxquels s'ajoute un passé colonial, notamment l'Algérie, la France, par exemple, qui rattachent ces espaces de manière assez forte. Difficile donc de déterminer exactement ce qu'est l'Europe. Et c'est pour ça qu'on peut s'appuyer sur différentes conceptions d'un point de vue géographique, à commencer par l'héritage historique. L'Europe, c'est le monde gréco-romain, celui que vous pouvez observer sur cette carte. Encore que c'est relativement difficile puisque vous voyez, l'Empire romain a dominé
tout le pourtour méditerranéen. C'est pour ça qu'on appelait à l'époque la mer Méditerranée la Mare Nostrum, la mer intérieure, notre mer. Aujourd'hui, on est bien d'accord que la partie nord de l'Afrique fait difficilement partie géographiquement de l'Europe, même si, encore une fois, comme on l'a évoqué précédemment, d'étroites relations existent. Donc le monde gréco-romain, c'est celui des Européens, c'est celui de la Grèce antique qui a inspiré la démocratie, qui règne un peu partout en Europe. Encore que certains États mettent parfois entre parenthèses cette démocratie suivant les événements, suivant les nécessités. C'est aussi le territoire de l'humanisme, que vous avez certainement abordé en français, qui est cet amour de la lumière, de la connaissance, du progrès, des droits de l'homme, de la justice, mais aussi de la liberté. C'est aussi le monde, justement, de Léonard de Vinci, des grands chercheurs, des grands savants qui ont prospéré dans l'Antiquité, au Moyen-Âge également, mais à travers toute la Renaissance surtout, qui ont participé à la diffusion des connaissances, qui ont participé à la diffusion des modes de vie. La mode de vie italienne, par exemple, qui s'est diffusée partout en France sous la Renaissance. Donc quelque chose qui a imposé une certaine cohérence dans ces espaces, une certaine relation entre ces différents États qui étaient progressivement en train de se créer. Et c'est aussi un espace qui, paradoxalement, est très fragmenté, notamment du point de vue linguistique. Vous le voyez très bien sur cette carte, les langues sont extrêmement diverses. On en parle plus d'une centaine en Europe. Et pourtant, malgré cette apparente diversité, on a une certaine proximité. Puisque vous le voyez, la plupart de ces langues peuvent être regroupées en fonction de grandes familles, les langues romanes en bleu, les langues germaniques en rouge et les langues slaves en vert, auxquelles s'ajoutent quelques langues un peu particulières. Vous le voyez pour la Grèce, le grec bien évidemment. Pour certaines régions d'Irlande et du Royaume-Uni, ce sera plutôt des langues celtes, également celles qu'on retrouve notamment dans la Bretagne française. Et puis vous avez l'albanais qui se distingue également d'une certaine manière, et les langues baltes pour les pays baltes, justement Lituanie, Lettonie, Estonie. Donc une certaine diversité, mais malgré tout une communion, un regroupement assez significatif qui permet aussi de créer justement cette relative unité. Même constat d'ailleurs d'un point de vue religieux. Le terme Europe, d'un point de vue originel, apparaît à la fin de la Renaissance, aux environs du XVIe siècle. Jusqu'alors, on parlait plutôt de chrétienté. La chrétienté, c'était cet espace qui correspondait grosso modo à l'espace européen et qui se distinguait justement par rapport aux Ottomans. On avait les chrétiens d'un côté, les Ottomans de l'autre, et les Ottomans menaçaient régulièrement l'Europe avec les grandes invasions qui ont eu lieu, notamment durant le Moyen-Âge et jusqu'à la fin du Moyen-Âge. Et justement, c'est à travers cette opposition religieuse que va se dessiner le paysage européen, avec ces grandes religions finalement qu'on va retrouver en Europe et qu'on ne retrouvera pas dans ce monde ottoman principalement musulman. Les catholiques, extrêmement majoritaires, dans certaines régions, bien évidemment, à l'ouest principalement, vous voyez l'Espagne, le Portugal, la France également, l'Italie, toutes ces grandes régions principalement catholiques. Les orthodoxes dans les Balkans, Depuis le XVIe siècle, les protestants, qui vont être également très présents au centre et au nord de l'Europe, ici en violet. Vous avez quelques minorités juives, musulmanes également, très peu importantes, sauf en Albanie, en Macédoine et en Bosnie, qui sont des berceaux finalement de l'islam d'une certaine manière, même si l'islam n'y est pas né, l'islam s'y est imposé de manière relativement durable. Et finalement, les musulmans, si on observe cette carte, vont progressivement croître en nombre et en influence à travers les différentes vagues successives d'immigration, dans la deuxième moitié principalement du XXe siècle. Donc, pour rappel, catholiques, orthodoxes, protestants, qu'en est-il des musulmans? Une présence assez marginale finalement, mais qui va s'intensifier progressivement, à tel point qu'aujourd'hui, l'islam, c'est la deuxième religion des grands pays européens, que sont la France et l'Allemagne par exemple, mais aussi le Royaume-Uni. Et surtout, on a assisté à une montée en puissance des non-croyants au cours des dernières années, des dernières décennies, ce qui fait qu'aujourd'hui, il est assez difficile de parler de chrétienté à part entière. Le monde chrétien, les populations chrétiennes sont plutôt vieillissantes, ont plutôt tendance à disparaître, et c'est aujourd'hui très difficile d'associer chrétienté et Europe.
D'où la nécessité de redéfinir cet espace européen, de trouver un nouveau point d'ancrage qui permette justement une identification assez claire de ces espaces. Vous le voyez ici sur cette carte, la proportion de musulmans en fonction des régions. La France, l'Allemagne, comme je vous l'ai dit, la Suède également, mais par exemple l'Autriche, la Belgique, ont accueilli beaucoup de vagues successives de musulmans, notamment turcs, mais pas uniquement, en Allemagne par exemple, ou du Maghreb en France, et sont aujourd'hui à un tel niveau de mixité, même si on reste bien évidemment minoritaire par rapport aux religions dominantes, un tel niveau de mixité malgré tout qu'il est difficile aujourd'hui de parler à part entière de chrétienté. Donc vous le voyez d'un point de vue géographique, une définition de l'Europe assez particulière, assez délicate, puisque les frontières naturelles ont été fixées d'un point de vue un peu arbitraire. Si elles sont évidentes pour les mers et les océans, elles le sont moins pour le choix de l'Oural par exemple. D'un point de vue linguistique, on a une certaine forme d'unité, mais malgré tout une grande diversité qui rend complexe cette association de différents pays. D'un point de vue religieux, on a également une histoire, un parcours assez variable. Et cette grande unité chrétienne qui tend aujourd'hui à disparaître, on ne parle plus de l'Europe comme le territoire aujourd'hui de la chrétienté, alors que de plus en plus, l'Amérique du Sud s'impose comme le terreau des chrétiens. Et c'est pas sans raison aujourd'hui que le pape n'est plus originaire d'Europe. Voilà ce qu'il en est pour le point de vue géographique de l'Europe. Nous pourrions bien évidemment nous étendre beaucoup plus longuement sur ces différents aspects. Nous reviendrons sur certains d'entre eux dans les cours à venir, dans les jours à venir, mais nous nous arrêterons ici pour une vidéo un peu plus courte, mais qui, je l'espère, permettra déjà de poser les bases de cette conception européenne. À partir de la prochaine fois, nous nous intéresserons un peu plus longuement à l'histoire, à ce qui a façonné l'Europe et surtout à ce qui a façonné la naissance de l'Union européenne. D'ici là, comme toujours, je reste à disposition pour vos questions si vous en avez, et je vous souhaite une excellente semaine.